le journal de l'information. L'Algérie convoque l'ambassadeur français après des témoignages accablants sur des pratiques provocatrices et humiliantes à Rouissi et Orly. Coopération algéro-américaine, Ahmed Attaf et Marco Rubio s'engagent sur des partenariats renforcés dans la défense, l'énergie et la stabilité au Moyen-Orient. Crise de l'UNRWA sous la présidence algérienne, l'ONU alerte sur les menaces de l'entité sioniste contre l'Office des réfugiés palestiniens. Un rapport inédit dévoile le rôle de la France dans la répression des mouvements nationalistes camerounais entre 1945 et 1971. Bienvenue dans le détail. Le gouvernement français continue ses provocations contre l'Algérie. Le gouvernement algérien a exprimé une ferme protestation contre les traitements provocateurs, dégradants et discriminatoires apportés par des ressortissants algériens à leur arrivée dans les aéroports de Roissy, Charles de Gaulle et d'Orly, selon un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Le secrétaire d'État chargé de la communauté algérienne à l'étranger, Sofiane Chaïb, a convoqué l'ambassadeur de France en Algérie pour lui signifier ce mécontentement. L'Algérie exige la cessation immédiate de ces pratiques qu'elle qualifie d'inadmissibles et réaffirme son rejet catégorique de toute atteinte à la dignité de ses citoyens. Coopération algéro-américaine à présent. Le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf a échangé par téléphone avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio sur les renforcements des relations bilatérales. Les deux parties ont salué la dynamique positive des relations algéro-américaines et ont convenu de coopérer davantage dans les domaines prioritaires tels que la défense, l'énergie, l'agriculture et les sciences et technologies. Au niveau multilatéral, ils ont discuté de la situation au Moyen-Orient, s'engageant à poursuivre leur coordination au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour consolider le cessez-le-feu à Gaza et accompagner la stabilité en Syrie et au Liban. À l'initiative de l'Algérie, une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU s'est tenue pour discuter des menaces pesant sur l'UNRWA, ciblées par l'entité sioniste. L'ambassadeur algérien à l'ONU, Ammar Benjama, a affirmé que la communauté internationale a la responsabilité de soutenir l'UNRWA pour assurer la survie des Palestiniens avec dignité et espoir. Il a insisté sur la nécessité de maintenir le mandat de l'UNRWA jusqu'à la création d'un État palestinien. On écoute. C'est notre devoir en tant que communauté internationale de les protéger et de créer un environnement qui leur permettrait de continuer leur vie dans la paix et la sécurité. L'UNRWA a été une partie intégrale dans leur vie pour des générations de Palestiniens. L'UNRWA est une vie. Son rôle était crucial durant les 15 mois de l'agression sioniste contre les Palestiniens à Gaza. L'UNRWA est la colonne vertébrale de la réponse humanitaire. Cameroun, à présent, le président camerounais Paul Biya s'est vu remettre mardi le rapport de la commission chargée de faire la lumière sur le rôle et l'engagement de la France dans la répression des mouvements nationalistes au Cameroun de 1945 à 1971. Le fait saillant de ce rapport tient au fait qu'il a mis en relief les acteurs qui ont participé à la répression durant cette période. Selon Numbisi Chouaké, directeur éditorial du groupe d'études et de recherche sur la colonisation et membre du comité d'historiens camerounais. Il répond à Younes Diama. Le fait d'avoir mis en relief, c'est-à-dire que l'existence de cette commission a permis de mettre en relief l'énorme quantité d'archives qui existaient, l'énorme quantité d'archives détenues par d'abord le pouvoir colonial français et plus tard l'administration la France. L'élément qu'on peut mettre en avant, c'est d'avoir permis qu'on puisse travailler, remettre en relief les hommes et les faits et les acteurs qui ont participé à la répression de 1945 jusqu'à 1971. On peut aujourd'hui poser non seulement les noms, mais même les visages sur des personnes qui ont participé à ce que la colonisation française au Cameroun soit ce qu'elle est devenue au lendemain des années 60. Sahara occidentale à présent, une séance à huis clos avec une délégation représentant le Front Polisario en tant que seul représentant légitime du peuple sahraoui s'est tenu mardi au siège du Parlement européen à Bruxelles concernant les récents arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne rendus le 10 octobre 2024. L'ancien ministre des Affaires étrangères et actuel conseiller aux affaires diplomatiques de la présidence sahraoui Mohamed Salem Oueld Salek a confirmé que le Front Polisario est prêt
à s'asseoir à la table des négociations avec l'Union européenne, à une formule qui respecte, plutôt parvenir à une formule qui respecte les décisions de la Cour et garantir les intérêts du peuple sahraoui. La rencontre avec les parlementaires européens aura des répercussions positives, estime Ammar Mansour, représentant du Front Polisario, auprès de l'Union européenne et des instances européennes. Il est contacté par Younes Diama. Ce dialogue, naturellement, doit conduire à aller vers un rôle positif pour la recherche de la solution pacifique, juste et durable pour la question du Sahara occidental sur la base de l'application du droit international et aussi de la nécessité que l'Europe soit respectueuse de ce droit et du cadre juridique qui est nécessaire pour le développement de ces relations. Nous sommes confiants que l'Union européenne puisse interpréter ça dans le sens d'aider à aller de l'avant. Et ce mercredi, le militant Ismaël Razzaoui comparaîtra devant la cour d'appel marocaine en raison de son engagement inlassable en faveur des droits du peuple palestinien et de sa protestation contre l'accostage de navires chargés d'équipements militaires américains destinés à alimenter les massacres. Et puis, invité de l'émission Grand Angle avec Zine Sharfaoui sur Afrique FM, le représentant du Niger à la Ligue des Oulémas, prêcheur, imam du Sahel, Dr Cheikh Ibrahim Moussa Souleyman, a déclaré que le terrorisme au Sahel est un fléau importé. On écoute Cheikh Ibrahim Moussa Souleyman. Vraiment, s'agissant de ces groupes terroristes et criminels, vous n'êtes pas sans savoir qu'il c'est un fléau, effectivement, maintenant dans l'Afrique et surtout dans les pays du Sahel. Et pour avoir vraiment une vision, une bonne compréhension de la situation sécuritaire ici au Sahel, le terrorisme qui est là, en grande partie, n'est pas un terrorisme qui est basé sur une idéologie, qu'elle soit religieuse ou politique. On a toujours tendance à dire que ce terrorisme-là, c'est un fléau qui nous a été importé. C'est l'Occident en réalité qui a amené ça. Mais effectivement, il faut utiliser, c'est-à-dire un moyen. Donc là, ils n'ont pas, comme la religion, qu'ils peuvent utiliser. Dans le chapitre économique, clôture du sommet de l'énergie en Tanzanie, l'événement a été marqué mardi par l'adoption de la déclaration de l'énergie de Dar es Salaam, co-organisée par le groupe de la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Ce sommet a pour objectif connecter 300 millions de personnes en Afrique à l'électricité à l'horizon 2030. Un processus possible grâce à la transition énergétique selon l'expert en énergie Mamadou Touré. On l'écoute, il est contacté par Siam Bourazi. Le premier problème pour l'Afrique aujourd'hui, c'est de pouvoir accéder à l'électricité et notamment procéder à l'électrification rurale. Donc aujourd'hui, la question de la transition énergétique qui intègre le gaz comme élément, si vous voulez, en fait, de financement des projets d'énergie rurale est quelque chose d'extrêmement important. Donc aujourd'hui, il faut pouvoir avoir une vision globale des processus, partir, disons, des possibilités de financement de ces énergies renouvelables à partir, disons, des matières premières. Bon, le pétrole, le gaz, en fait, constituent un des aspects, mais on peut partir également d'autres ressources minières naturelles qui permettraient d'avoir, disons, des investissements et des ressources d'importation permettant ces financements. D'autres alternatives sont également possibles pour combler le déficit de l'électricité en Afrique, notamment les énergies renouvelables, ajoute Mamadou Touré, toujours au micro de Siam Bourazi. On n'a aucun problème à pouvoir faire de l'électrification à partir du solaire. L'éolien également, on a toute une côte d'Afrique à partir de laquelle nous pouvons tirer de l'électricité. Je ne parle même pas, disons, des perspectives hydrauliques. Vous avez tout un réseau, disons, de fleuves, qui permettrait de pouvoir faire de l'électricité. Et puis surtout, on a les ressources, disons, de garantie. Quand vous faites appel à des investisseurs, ce qui est important pour eux, c'est de savoir est-ce que vous avez la contre-garantie financière pour pouvoir payer vos engagements. Et ça, avec nos ressources naturelles, nous pouvons avoir des partenariats. Il s'agit simplement de pouvoir rationaliser et puis discuter collectivement de grands projets. On reste dans le secteur énergétique. Le Sénégal poursuit le renforcement de sa souveraineté énergétique à travers un projet ambitieux de transport de gaz naturel par canalisation sur une distance de 400 km. Et puis le reste de l'actualité en bref avec vous, Younes Diama. L'Afrique en bref. L'Afrique en bref. Maroc, la rougeole continue de se propager rapidement au Maroc où 25 000 cas ont été enregistrés selon le ministère de la Santé alors que cette épidémie a coûté la vie à au moins 116 personnes dans tout le pays. Il s'agit d'une alerte sanitaire qui risque de gâcher sérieusement la CAN 2025. RDC, le programme alimentaire mondial PAM, a besoin de 410 millions de dollars supplémentaires pour les 6 prochains mois afin d'aider les plus démunis en République démocratique du Congo. Algérie, les opérateurs économiques appelés à investir le marché
marché africain et à profiter des avantages de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. L'Algérie a des capacités qui lui permettent d'être un acteur efficace dans le commerce interrégional en Afrique. Le Cameroun enregistre un ralentissement notable de son taux d'inflation en 2024, atteignant 4,5% contre 7,4% en 2023 et 6,3% en 2022. Mesdames, Messieurs, on passe à la culture à présent et l'agenda culturel à vous, André Molélé. Africulture, l'agenda culturel. Namibie Avoc 2025 se déroulera le 30 janvier à Windhoek. Ce festival promet une journée entière de musique et de divertissement, attirant des artistes et des amateurs de musique de toute la région. Gabon, l'événement Back to 90-2000 se tiendra à Libreville ce 31 janvier. Objectif, célébrer la musique et la culture des années 90 et 2000, offrant une ambiance nostalgique aux participants. Cameroun, les journées de jeunes cinéastes prévues pour le 5 février à Garoua. Cet événement mettra en avant les talents émergents du cinéma camerounais. Et du sport, pour refermer ce journal, la 27e édition de la Journée nationale du sport a marqué un tournant important dans l'histoire du sport togolais organisé dans les 117 communes du pays. Cette journée a mis l'accent sur l'inclusion avec une participation active et remarquée de personnes en situation de handicap. Un événement qui témoigne d'une volonté forte de promouvoir un sport accessible à tous. Les détails dans ce sujet de notre correspondant à Lomé, Assouha Pedo. À Lomé, la capitale, la Journée nationale du sport, JNS, a pris une dimension particulière. Un match de football amical opposant des équipes de personnes amputées a captivé le public. Cette initiative, fruit d'une collaboration entre le ministère des Sports et de l'Asie et la Fédération togolaise des personnes handicapées, FETAF, incarne parfaitement le thème sous-jacent de cette édition. Un sport sans barrière, un sport de santé, un sport de cohésion sociale. Cette rencontre sportive n'était pas qu'un simple match. Elle symbolise l'engagement du Togo à briser les barrières qui empêchent les personnes handicapés de participer pleinement à la vie sportive et sociale du pays. Elle a permis de mettre en lumière le talent et la détermination de ces athlètes tout en sensibilisant le public à l'importance de l'inclusion et de l'égalité des chances dans le domaine sportif. La réussite de cette 27e édition de la jeunesse démontre la volonté du Togo de faire du sport un vecteur d'inclusion sociale et de développement durable. Assouha Pedo de Nantien Togo pour Ifriki FM. Auditrices, auditeurs, c'est ainsi que nous refermons ce journal. Merci à Saad El Mehdi à la réalisation, à Mezouaoui à la régie technique et à Ahlam à l'image. Je vous retrouve dans moins d'une heure pour la synthèse de l'information.